On constate un mécontentement grandissant du peuple américain, qui a commencé bien évidemment sur le jour de l'élection de Donald Trump, mais ça continue le lendemain avec la manifestation des femmes à Los Angeles, à Californie et d'autres villes. Maintenant, ce mouvement, ça prend d'autres formes. La signature de pétition, la demande aux élus pour lancer la procédure d'impeachment. C'est tôt de parler ça ou il y a une éventualité qui s'aboutit? Je pense que c'est encore trop tôt. Alors, la montée des résistances à Trump est particulièrement intéressante. On ne va pas bouder notre plaisir là-dessus, mais je pense qu'on n'en est pas encore à l'impeachment. Un véritable impeachment, il est possible qu'avec un rapport de force qui le permet, c'est-à-dire avec un président des États-Unis qui a commis certes une faute grave, mais qui en même temps est très affaibli au sein de l'opinion publique. On ne peut pas dire que c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des mobilisations très intéressantes, très importantes, comme vous l'avez dit, mais il y a aussi toutes les enquêtes le prouvent, les reportages que j'ai pu assister vont tous dans le même sens. Il y a aussi une forte mobilisation de l'électorat qui a soutenu Donald Trump. Et donc la société américaine apparaît polarisée. Résistance et cruciale parce qu'elle vient de la rue. Par exemple, la résistance au décret Trump, le fameux décret, c'est là qu'elle a obtenu le résultat le plus probant, contre le décret Trump, le décret raciste contre les musulmans, qui exclut, qui empêche l'accès au territoire des États-Unis à 7 pays musulmans. Sont des associations comme l'ACLU, l'association de défense des libertés civiles, qui a sollicité, qui s'est mobilisé, qui a plein de juristes dans ses rangs et qui s'est mobilisé et qui a débouché très rapidement à l'action de ce juge qui a empêché le décret Trump et qui, jusqu'à aujourd'hui, puisque Trump a fait appel, etc., mais jusqu'à aujourd'hui, permet aux citoyens qui étaient en voie d'expulsion de rester aux États-Unis, et même à des citoyens qui envisageaient de voyager vers les États-Unis, de ces pays, de venir aux États-Unis. Donc c'est un premier succès, mais c'est un couac institutionnel de taille pour Trump, mais ce n'est pas une modification du rapport de force. Au contraire, au niveau des institutions, pour l'heure, on n'assiste pas à des résistances très fortes. On a, par exemple, au Sénat, on attendait beaucoup de la confirmation, du processus de confirmation des différents membres du gouvernement de Trump. Et on s'attendait à ce que certains restent sur le carreau, soit le Sénat ne vote contre leur nomination. Et pour l'instant, on reste sur sa faim. La plupart des tueurs, comme Trump les appelle, les meilleurs tueurs de l'Amérique, les uns après les autres, ils passent le passage du Sénat, même Rex Tillerson, qui est l'essence même du conflit d'intérêts, puisque c'est un PDG d'ExxonMobil qui devient ministre des Affaires étrangères. Là, s'il n'y a pas de conflit d'intérêts dans ce cas-là, je ne vois pas où il peut y en avoir. Eh bien, lui, il est passé, il y a même quelques démocrates qui ont voté pour lui au Sénat. Donc, cette intervention de juge fédéral, c'est comme une hirondelle qui ne fait pas de printemps. Donc, on ne peut pas compter sur la résistance administrative envers Donald Trump. Il n'y a que le mouvement de peuple qui compte. Pour reprendre l'image de l'hirondelle qui fait le printemps, l'hirondelle, elle n'est pas venue toute seule. C'est une hirondelle institutionnelle, mais qui est venue grâce à la mobilisation de la société civile. Elle ne se serait pas produite sans cette mobilisation, sans ces manifestations dans tous les aéroports au lendemain du décret raciste de Trump.
Donc donc l'importance du mouvement. L'importance du mouvement, mais en même temps, ne pas se faire des illusions sur une procédure administrative qui pour l'heure ne bénéficie pas, en tout cas, des rapports de force encore suffisants. D'autant que Wall Street, par exemple, aujourd'hui, Wall Street qui est quand même un pilier de la société américaine, Wall Street est complètement derrière Donald Trump. Wall Street se réjouit d'un des derniers décrets qui a été pris par Donald Trump pour déréglementer encore le secteur financier. Donc voilà. Et puis et en parallèle de ça, on peut dire le ministre du Travail qui a nommé Donald Trump, qui devrait être ratifié aussi par celui-là par le Sénat, en dépit des conflits d'intérêts qu'il peut y avoir. C'est aussi un milliardaire de Wall Street. C'est un gars qui est un militant anti-hausse du SMIC et qui veut limiter la hausse du SMIC à 9,50 $ maximum. Et donc c'est un militant antisocial. Donc à la fois on veut déréglementer Wall Street pour que les investisseurs entre guillemets financiers fassent encore plus de profit, et puis de l'autre, au contraire, pressurer encore davantage les salariés. Alors ça fait penser qu'il va y avoir très rapidement une montée des contradictions entre les promesses qu'a faites Trump, parce que pour se faire élire, je rappelle, il a donné beaucoup de promesses. Oui. Il s'est fait élire sur la précarisation d'une partie des classes moyennes, etc. Classes moyennes blanches pour la plupart. Et ces classes moyennes ou classes populaires ont voté pour lui parce qu'il leur a fait des promesses en matière d'emploi, en matière de revenus, etc., pendant sa campagne électorale. Mais avec ce type de décision, très favorable à Wall Street, très vite, ces promesses vont apparaître comme intenables. La conséquence de cela, connaissant la méthode Trump, puisque déjà on a déjà 15 jours, mais riche en événements de ce point de vue, connaissant la méthode Trump qui recourt en permanence à la provocation, etc., on peut craindre qu'il fasse monter les enchères sur des décisions, par exemple des menaces internationales, des décisions racistes ou autres, pour donner le change à son électorat. Parce que moins il sera en capacité d'honorer ses promesses, et plus il essaiera de donner le change par un discours provocateur, raciste, démagogue, etc. Et ça, c'est très, très dangereux. C'est pour ça aussi que la résistance et son inscription dans la durée sont cruciales, vraiment cruciales. C'est bien ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Je ne sais pas si ça a la dimension de ce qui s'est passé au moment de la guerre de Vietnam, mais c'est une bonne chose. Ça permet, c'est là que se situe l'espoir. Et je pense que cette résistance est décisive, et c'est elle qui pourra faire que le moment venu, s'il y a une partie de l'électorat de Trump qui commence à comprendre combien il s'est fait manipuler, c'est à ce moment-là que l'impeachment deviendra possible, que le rapport de force va changer et que l'impeachment deviendrait possible. Donc c'est à terme que l'on verra les choses, à terme, avec ce mouvement qui, il faut l'espérer, reste mobilisé tel qu'il l'est aujourd'hui, ou même amplifie encore la mobilisation, qui pourra, lui, déboucher sur un vrai impeachment. Ça veut dire inciter les élus pour préparer éventuellement un impeachment. Inciter les élus, mais même s'il faut qu'ils comptent sur sa propre force. Je crois que c'est ça. Inciter, et pousser les contradictions, montrer combien ils ont été dénoncer les manipulations qui sont celles de Trump, être au clair sur ces manipulations. Ça va être décisif pour empêcher le président des États-Unis. Pas autre chose.